la réussite de la révolution iranienne serait la première grande défaite de l'islamisme qui est de plus en plus en Ouais. Occident, presque comme je dirais, une vague de conquête à l'image de ce qu'a été à un moment le communisme, le totalitarisme nazi, etc., etc. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne comme chaque jeudi avec David Saada. David, bonjour. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Boker Tov, merci d'être avec nous. Bien entendu, ce jeudi aussi, comme nous le faisons ces dernières semaines, nous allons essayer de faire un lien entre la paracha de la semaine et l'actualité. Et je dois vous avouer que cette fois-ci, le lien plus que jamais, c'est vrai qu'on a à chaque fois trouvé, grâce à vous, des liens entre ce qui s'est passé en particulier dans le livre de Bereshit et l'actualité, mais on le voit aussi dans le livre de Shemot, eh bien l'actualité, même avec 3300 ans de décalage, eh bien elle figure presque de manière ouverte dans la paracha de cette semaine en revenant sur ce qui se passe actuellement en Iran, ce que nous vivons face aux opposants iraniens, leurs protestations et leur quête de liberté. On pourrait très facilement, David, n'est-ce pas, l'associer à la quête de liberté du peuple juif sous l'oppression égyptienne pendant 210 ans, mais surtout alors à l'approche de la libération. Oui, là on ne pouvait pas manquer ce rapprochement. Euh, Nous sommes dans la paracha Vaera, qui est la paracha qui décrit le début des plaies qui vont s'abattre sur le pharaon pour le contraindre à libérer le peuple d'Israël de son esclavage. Et évidemment, dans l'actualité, nous avons un exemple frappant d'un peuple, le peuple iranien, qui héroïquement tente de rejeter le joug qui a duré 47 ans de tyrans islamistes, d'un régime obscurantiste, celui des ayatollahs. Alors évidemment, la comparaison existe bien, mais il faut même bien souligner que, en ce qui concerne la sortie d'Égypte, qui s'est passée il y a bien longtemps, elle est un paradigme qui est d'abord interprété par les commentateurs de génération en génération. Ça n'est pas un événement purement politique, alors qu'on est dans un événement politique avec la révolution des Iraniens contre les Mollahs. Dans le cadre du livre de Shemot, il s'agit d'un événement qui est politique, effectivement, et historique, mais qui a une dimension spirituelle très forte, puisque ce sont ces événements qui ont donné lieu à l'émergence du peuple d'Israël dans l'histoire. Voilà. Donc, Mhm. la comparaison existe, et on va y revenir, je crois qu'il faut bien entendu y revenir, mais les deux situations ne sont absolument pas Oui, identiques. bien entendu. Je veux dire, il y a une dimension spirituelle. Il y a, on va dire, à l'époque, c'était Akadosh Baruch Hu qui s'était révélé dans toute sa grandeur, on va dire, Voilà, dans toute sa présence, hein. Mais voilà. quelque part, on va dire, dites-moi si je me trompe, mais la sortie d'Égypte, c'est devenu une forme de symbole de l'aspiration d'un peuple à recouvrer sa liberté. Les Américains l'ont mentionné dans leur texte, on va dire, fondateur au moment de la création des États-Unis. Je crois qu'on peut dire que la sortie d'Égypte a inspiré, on va dire, de multiples mouvements de libération. Absolument. Je dirais, le paradigme du peuple qui se libère du joug de tyran euh, est devenu central dans l'histoire, en Occident, avec le début de l'ère moderne. Euh, Beaucoup de peuples, je dirais le peuplement de l'Amérique, s'est fait au nom de ce paradigme-là. Contre les Anglais, etc., pour la liberté religieuse. Et
les esclaves noirs, par la suite, ont beaucoup chanté Laisse partir mon peuple. On connaît Ouais. la chanson qui a été Let my reprise people go. au jazz. Et donc, ce paradigme-là, il est véritablement central dans l'histoire jusqu'au moment de la modernité a avancé avec des ambitions impériales, mais à partir du XVIIIe siècle, l'histoire a avancé sur le paradigme de la libération de peuples par rapport à des tyrans. Et donc, on est, je dirais, dans une histoire qui est très, très influencée, en effet, de ce point de vue, parce que la source même de ce paradigme, c'est la sortie d'Égypte. Et Mhm. donc, la sortie d'Égypte a une résonance universelle, incontestablement. Et, Voilà. Et et en même temps, il faut faire la distinction et insister donc sur le caractère spécifique de la démarche à laquelle on assiste, c'est-à-dire les 10 plaies, les 7 des 10 plaies que l'on va mentionner dans la paracha de Vaïra, les 3 autres dans la paracha de Bo, tout cela précède une sortie d'Égypte et précède, on va dire, la, le, la création du peuple. C'est-à-dire, on l'a vu déjà la première paracha de Shemot, Am Ben Israël, c'est Pharaon lui-même qui parle du Am Ben Israël, le premier de l'état des enfants d'Israël comme d'un peuple. Mais ce peuple, il va peu à peu, au fil des plaies, il va se forger d'une certaine manière. Il va répondre à l'appel de Moshe Rabbeinu. On le voit se former d'une certaine manière. oui, le processus d'ailleurs de libération n'est pas simplement un processus consistant à contraindre le pharaon à libérer le peuple juif, le peuple d'Israël à l'époque, mais aussi, comme vous venez de le dire, il y a une prise de conscience nationale, entre guillemets, qui naît au fur et à mesure, une prise de conscience nationale et spirituelle, puisque l'aboutissement de la libération d'Égypte, ça a été le Sinaï, ça a été la Torah. C'est d'ailleurs aussi dans le paradigme de la libération. Quand la Révolution française s'est faite contre les tyrans, eh bien, y avait, on le voit dans l'iconographie, l'idée, c'est surtout venu avec Napoléon, qu'il y allait y avoir de nouvelles lois qui allaient être des lois qui garantissent une liberté par rapport à des tyrans. Donc, on retrouve aussi cette idée que la liberté implique des fondations nouvelles, plus morales, plus fondées sur la justice, etc., etc. Alors, outre l'aspect spirituel, il y a quand même une différence majeure, c'est que c'est la liberté d'un peuple, mais qui ne se trouve pas sur sa terre propre. C'est-à-dire que ce processus de libération, c'est une sortie de la terre de l'esclavage, mais pas encore une entrée vers la terre promise, on va dire. Alors voilà, ça c'est encore en effet une grande différence. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, ça nous entraîne peut-être trop loin d'essayer de comprendre pourquoi, dans le cas dans lequel nous sommes, le peuple d'Israël D'ailleurs, n'est pas né sur une terre, il n'est pas né sur une terre, sur sa terre, la terre oui, d'Israël, contrairement David, n'est pas son contrairement lieu de David, naissance, si vous voulez. C'est pas son lieu de naissance, en effet. En effet. Contrairement, David, à ce qui est écrit dans la déclaration d'indépendance, où il est écrit les premiers mots de la déclaration de l'indépendance d'Israël, c'est Be'eretz Israël Kama Ha'am Yehudi, c'est-à-dire ce qui est une faute historique. Le peuple juif, Oui, il s'est forgé dans l'exil. oui, les fondements du peuple d'Israël se sont forgés en dehors de la terre d'Israël, mais le peuple lui-même s'est développé et il ne pouvait, de toute façon, se développer, il ne pouvait pas se développer dans le désert, il pouvait se développer que sur sa terre, il s'est développé sur la terre d'Israël, qui a elle-même une résonance spirituelle. La terre d'Israël n'est pas simplement un lieu parce que une nation doit avoir un lieu. Il y a un rôle spirituel de la terre d'Israël. C'est sur la terre d'Israël que la société que veut la Torah doit être réalisée, et pas sur une autre terre. Pas sur une autre terre, que sur la terre d'Israël. Alors, donc, il y a effectivement des différences. Mais ce qu'on pourrait noter pour rester dans l'actualité tout de même,
c'est que dans ce paradigme-là, qui est tellement universel, connu, comme nous venons de le dire, la lutte du peuple iranien n'est pas acceptée comme une lutte, par certains, comme une lutte d'un peuple qui se défend pour sa liberté. Je dirais, c'est la première fois que ça arrive. Il y a quelque chose de très frappant, de très choquant dans la mollesse des réactions, notamment dans Dans le monde mouvements occidental. progressistes occidental, le mouvement progressiste occidental. Alors, on peut s'interroger de savoir pourquoi. Et en fait, il y a un lien avec le peuple juif, parce qu'en réalité, il y a une perversion, je dirais, de ce paradigme. La perversion de ce paradigme, elle vient du palestinisme. Parce que le palestinisme, alors qu'il s'agit véritablement d'une volonté de reconstruire un empire défunt qui est l'empire musulman, et donc qui est une ambition impériale, et c'est en raison de cette ambition impériale et religieuse qu'Israël est voué à la destruction. Avec le palestinisme, avec la création du peuple palestinien, on a renversé les choses. On a fait d'Israël le pharaon et des Palestiniens le peuple opprimé. Donc il y a vraiment une très grande perversion qui fait qu'aujourd'hui, ce paradigme-là, il n'est plus aussi clair qu'il l'a été pendant 3 siècles. Et alors, je vais peut-être aller dans votre sens et peut-être pousser un petit peu la réflexion un petit peu loin. Peut-être même, vous me direz peut-être vous-même si c'est pas trop loin, parce que c'est lié à l'antisémitisme. Mais est-ce que peut-être finalement le reproche que l'on peut formuler aux Iraniens, aux opposants iraniens, c'est d'être en train de saper le seul régime qui avait prôné ouvertement la destruction de l'État d'Israël comme projet, comme dessein. Et donc, quelque part, Absolument. l'Occident, qui peut-être secrètement pouvait rêver d'une telle disparition, eh bien, en Oui. voyant les manifestants. Voilà, le projet de destruction de l'État d'Israël est devenu, je dirais, une espèce de référence taboue on a encore une fois inversé le paradigme. Voilà. Et donc, étant donné que l'Iran, allié du Hamas et des mouvements terroristes qui veulent détruire Israël, se trouve mis en question, au lieu de voir dans ce peuple-là une volonté vraiment authentique et incontestable de recouvrer sa liberté, eh bien, on le minimise. On fait en sorte que ce peuple-là, au début, ne manifestait que pour Des affaires des économiques. questions économiques, etc. Alors qu'il s'agit véritablement d'une aspiration vraiment à la liberté et avec une dimension certainement, je dirais, qui peut apporter quelque chose à l'humanité parce que, je dirais, ce serait une défaite de l'islamisme. La réussite de la révolution iranienne serait la première grande défaite de l'islamisme qui est de plus en plus en Ouais. Occident, presque comme je dirais, une vague de conquête à l'image de ce qu'a été à un moment le communisme, le totalitarisme nazi, etc., etc. Et donc là, si, et ce qu'on espère de tout cœur, que les Iraniens puissent recouvrer leur liberté, ce sera une défaite colossale, la première grande défaite colossale de l'islamisme. Eh bien, voilà, on a vraiment réussi à coller de manière très, très intense à l'actualité à travers donc la protestation des opposants iraniens et on a réussi on va dire, traverser l'histoire, près de 3300 ans d'histoire pour passer de la sortie d'Égypte à ce à quoi nous sommes en train d'assister. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup, David Saada, d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur ce sujet en perspective donc de la lecture cette semaine de la paracha de Vaïra dans les synagogues. Merci David, bonne continuation, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Daniel.